Bonjour Emma. Bonjour Salomé. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de vagues de chaleur parce que j'ai vraiment l'impression de vivre dans un jour sans fin. La France a encore été frappée par une vague de chaleur cette semaine. Il y a plus de 40 degrés qui ont été atteints à certains endroits dans le sud-ouest en plein mois de septembre, ce qui a encore créé un terrain propice aux incendies en Gironde qui ont encore ravagé des milliers d'hectares et des centaines de personnes ont encore dû évacuer. Et cette vague de chaleur, c'était la quatrième cet été. On a d'ailleurs appris il y a quelques jours qu'on venait de vivre l'été le plus chaud jamais enregistré en Europe. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que malgré les morts, la sécheresse, les feux de forêt, on passe vite à autre chose une fois que c'est terminé, qu'on est en hiver. Mais là, une vague de chaleur en septembre, c'est quand même extrêmement rare. Oui, c'est extrêmement rare et cette nouvelle vague de chaleur, elle se classe vraiment parmi les 1% les plus chaudes jamais enregistrées en septembre, hein. Si tu remontes dans l'histoire, effectivement, on a déjà eu 40 degrés en France en 1975, mais c'était à Ajaccio encore, c'était pas dans les Landes. Donc là, on voit très bien qu'on a des températures anormales. On voit qu'à un moment donné, on a des départs de feu. C'est pas normal à un moment donné de voir tourner des canadaires dans les zones de Charente mi-septembre. Il y a quelque chose qui n'est pas habituel là-dedans. Et donc, si tu veux, ben, non seulement on a vécu des températures au-delà des 40 degrés, mais on a aussi des températures matinales qui sont exceptionnelles. On a des nuits tropicales depuis début septembre à Toulouse. Donc, une population qui suffoque déjà depuis 4 mois et qui est en train encore de vivre une situation exceptionnelle. Même dans les déserts, quand il fait chaud le jour, il fait froid la nuit. Donc, tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas à un Oui. moment donné. Et surtout, on ne mesure pas forcément la gravité de ces canicules et de ses conséquences. Parce que oui, il a fait chaud, on a tous eu du mal à respirer, à part pour le quart de Français qui possèdent un climatiseur. On sait que ça a entraîné des sécheresses, mais il ne faut pas oublier que les canicules, ça entraîne aussi des morts. Et on le voit cet été, le taux de mortalité a augmenté de manière assez claire. Est-ce que c'est lié au Covid ou est-ce qu'on peut directement corréler ça à ces vagues de chaleur? Eh bien, quand on regarde dans les détails, hein, il y a une étude de Santé publique France qui montre à quel point, regarde, le premier pic où tu vas avoir une augmentation brutale de mortalité va se dérouler le 19 juin. Et ce jour-là, on a 14 départements qui sont en vigilance rouge canicule. Donc, il y a une corrélation qui est directe, qui est très claire. Oui, on peut le Ensuite, dire sans trop s'avancer. non, là, vraiment, c'est visible, même si pendant ce même temps, on avait une septième vague Covid, où à un moment donné, on ne sait pas trop effectivement différencier le tout. Par contre, regarde, la deuxième pic de chaleur va arriver du 13 au 19 juillet, et là encore, bah, ça correspond exactement à la canicule. Donc en fait, on voit très bien qu'on a des canicules qui sont en augmentation très claire et constante en France depuis plusieurs années. Tu as vraiment cette tendance qui est inéluctable, et de toutes les façons, c'est très visible, quel que soit le scénario climatique envisagé, ça fait partie du risque qu'il va falloir gérer demain. Surtout que ces vagues de chaleur, on ne cessera de le répéter ici, elles vont se répéter, Mhm. elles vont s'intensifier et on n'est pas prêt du tout. Ça fait des décennies que les scientifiques alertent sur ce qu'il va se passer et là, on semble être pris de court un petit peu à chaque fois où on nous dit de mettre en place des mesures d'urgence, de fermer ses volets, de mettre des tissus mouillés sur soi, mais on n'a rien de prévu de un petit peu structurel pour aider pour aider la population, pour s'adapter. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une réaction individuelle à ce changement climatique, ce qui passe par la vente de climatisation qui a complètement explosé. C'est-à-dire que les gens qui le peuvent, eux, essaient d'anticiper ce qui va se passer, mais c'est pas forcément ce qui se passe au niveau des pouvoirs publics. Quand je pense aux solutions, moi je pense à l'isolation thermique, parce qu'à titre personnel, je vis dans un tout petit appartement sous les toits à Paris, et il faisait tellement chaud cet été que j'ai dû littéralement évacuer à chaque fois parce que c'était irrespirable. Je me dis que si peut-être mon appartement était mieux isolé, j'aurais pas eu à faire ça. C'est une solution majeure pour toi aujourd'hui pour lutter contre ces vagues de chaleur? Oui, ben, en fait, ces passoires thermiques, hein, ces logements qui sont mal isolés, clairement, c'est un héritage d'une construction, massive dans la phase d'après-guerre. On n'a pas pensé, réduction des consommations énergiques, déjà parce qu'elle coûtait pas le prix qu'elle coûte aujourd'hui, et si tu veux, ce qui est important de comprendre, c'est qu'effectivement, quand tu vas isoler, eh bien, à ce moment-là, on va limiter la chaleur qui va être transmise au niveau des bâtiments, et donc ça veut dire qu'on va limiter la climatisation, qui est quand même une solution très court-termiste, et on va
limiter en même temps le Oui, chauffage. surtout que la climatisation, je ne l'ai pas dit, mais ça pollue plus, ça demande plus d'énergie, ça aggrave le problème qui cause ces vagues de chaleur. Donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue. Oui, et puis ça aggrave un vrai problème qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. En fait, c'est le fait qu'à un moment donné, tu aies une ville qui soit mise sous cloche et donc qui va avoir une température qui va augmenter très fortement. En 2003, entre le centre de Paris et la couronne extérieure, si tu veux, il y avait 10 degrés d'écart. Et donc, c'est clairement ce qui a engendré le pic de mortalité en Île-de-France. Donc, si on ne lutte pas majoritairement complètement en direction de cette transformation des territoires, eh bien, on sera toujours plus face à notre propre vulnérabilité humaine qui fait qu'à un moment donné, à partir d'une certaine température, on ne tient plus. Oui, les zones urbaines, c'est clairement les zones vulnérables. Et quand on pense à l'adaptation, moi, une solution qui me vient en tête, c'est celle de la végétalisation des villes, puisqu'entre le plein soleil et une zone ombragée, les écarts de température peuvent parfois atteindre entre 4 et 6 degrés, ce qui est absolument considérable quand on est en train de vivre une canicule. Pourquoi ? Eh bien parce que la couleur verte attire moins la chaleur. Donc ça semble assez évident, ça semble être du bon sens. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là massivement en train de planter des arbres partout ? Ben, de toutes les façons, c'est sûr que c'est la solution. Une solution évidente, parce qu'un arbre, en fait, ça refroidit, ça transpire. Donc, en fait, en transpirant, il va refroidir tout autour de lui. Donc, c'est un climatiseur naturel. Donc, c'est évident qu'il faut aller vers ces solutions. Il faut transformer tous ces matériaux de construction qu'ont construit nos villes. On a accumulé du béton, on a accumulé de l'asphalte. À un moment donné, il va falloir effectivement créer une autre tendance. Et donc, il y a une étude qui est assez intéressante, qui a été menée qui a été publiée dernièrement dans Nature Climate Change et qui montre que la température des villes pourrait augmenter de 7 à 8 degrés un peu partout dans le monde. 7 à 8 degrés, ça signifie qu'on passe d'un 28 degrés à un 35 ou bien quand on est à 40 à 48. Donc il va falloir se poser de sérieuses questions, surtout que cette adaptation, elle prend énormément de temps. Il faut du temps pour transformer ce bâtiment, pour mettre en place en fait toutes ces solutions parce que les travaux, c'est long, c'est compliqué, ça demande de l'humain. Et donc, on voit très bien qu'on est dans une limite entre une température qui ne fait que s'accélérer et à la fois un système organisationnel humain qui, lui, a besoin de beaucoup plus de temps et d'argent. Et ça demande une intervention forte des pouvoirs publics. En ce qui concerne l'isolation des bâtiments qu'on a évoqué plus tôt, on est vraiment complètement en dessous des objectifs qui avaient été annoncés par le gouvernement quand il a mis en place le fameux MaPrimeRénov'. En ce qui concerne la végétalisation des villes, on n'a tout simplement pas de plan d'ampleur vraiment qui concernerait tout le pays. Donc moi, j'ai l'impression qu'on n'est juste absolument pas prêt et que les pouvoirs publics n'ont pas du tout mis le coup d'accélérateur dont on aurait collectivement besoin pour faire face aux vagues de chaleur qui arrivent. Le problème, c'est que c'est bien beau de planter des arbres, mais il faut en planter partout et puis ça prend du temps de planter un arbre. Donc c'est peut-être plus facile en fait de repeindre le toit de nos bâtiments parce qu'on va gagner tout de suite si on repeint en blanc jusqu'à 6 degrés. Donc ça peut peut-être être intelligent de s'inspirer de pays du Sud qui ont compris ça depuis très longtemps. Tu vois qu'il faut jouer avec cette isolation thermique et cette réflectivité du soleil sur les bâtiments. Maintenant, il faut comprendre qu'il y a quand même des solutions qui sont en train d'être engagées un peu partout. Moi, je vois à peu près partout dans le monde des forêts urbaines qui sont en train de se créer. On est en train massivement d'obliger le fait de végétaliser les toits. C'est quelque chose qui est intéressant, mais maintenant, il va falloir aller plus vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que à Paris, par exemple, le plan climat vient d'être lancé cette semaine. Eux, ils prévoient sur Paris de végétaliser 40% de la ville. Et pourquoi c'est important ? C'est important parce que il y a 2 études qui le montrent très clairement. Premièrement, la première, elle met en évidence à quel point, en fonction du taux d'imperméabilisation d'un sol, tu vas avoir plus ou moins de morts à chaque vague de chaleur. Pourquoi ? Tout simplement parce que plus tu vas imperméabiliser une surface, plus tu vas l'urbaniser, plus tu vas augmenter la température et moins tu as d'espace vert, moins finalement tu as ces îlots de fraîcheur qui te permettent de respirer. Et donc, il y a vraiment un travail colossal à faire parce que ça prend du temps
à un moment donné de tout verdir, tu vois. Et puis il y a une deuxième étude qui, moi, m'a énormément frappée et qui vient de sortir, hein, qui a été publiée par l'INSERM, qui met en évidence le taux de suicide avec la température. Et on se rend compte que, eh bien, à chaque vague de chaleur, tu as un pic de taux de suicide et qui serait dû principalement à des raisons physiologiques, hein, du corps, à des modifications des relations sociales, à une altération du fonctionnement endocrinien et nerveux. Mais Oui, on n'est plus aussi lucide en fait quand on est exposé à de trop fortes chaleurs. non, mais surtout, on n'est que humain, en fait. Et si on comprend qu'à un moment donné, eh ben, un humain, il se met à dysfonctionner comme une machine, quand tu mets ton téléphone en plein soleil, à un moment donné, il te dit stop, eh ben, l'humain, c'est pareil. Et donc, en fait, il faut comprendre qu'à un moment donné, bah, ton téléphone, tu le mets à l'ombre, bah, il faut faire exactement pareil avec nous. Il faut jouer avec l'ombre, il faut jouer avec la fraîcheur. Et il n'y a rien de mieux, si tu veux, qu'un arbre pour pouvoir permettre ce travail-là. Donc, en fait, c'est vraiment un outil de santé publique qu'il va falloir mettre en œuvre massivement. On espère en tout cas que les pouvoirs publics vont prendre ce problème au sérieux et vont mettre des mesures en place assez massives pour nous permettre de faire face collectivement à ces vagues de chaleur qui vont s'intensifier. Je rappelle que toutes les études que tu viens de citer, tous les chiffres que tu as cités, les tendances, on va les mettre en lien sur la page de notre chronique. Donc les auditeurs peuvent aller les consulter s'ils veulent aller un petit peu plus loin. Comme d'habitude, encore une fois, on essaie en tout cas de proposer un constat lucide pour faire face aux différentes conséquences de la crise climatique. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup Emma. Merci, Salomé.